Je vous propose qu'on démarre. Je pense qu'on est pas mal sur les quelques minutes de retard. Hem, comme je le disais il y a quelques instants pour ceux qui viennent de se connecter, le webinaire est enregistré, donc on va diffuser et l'enregistrement et les diapos, après le webinaire. Je propose à tout le monde de couper son micro et sa caméra, en tout cas à ceux qui n'interviennent pas. Les questions seront à poser dans la conversation, si vous y avez accès, j'espère. Donc on va d'abord faire la présentation et puis, ensuite traiter l'ensemble des questions, par la suite. Donc Philoleg, c'est un projet qui s'appelle Philoleg pour filière locale de légumineuses à graines pour des débouchés alimentation humaine. C'est un projet qui est, comme vous le voyez, pluripartenaire, hein. Donc c'est la chambre d'agriculture, qui le coordonne, mais interviennent dans ce projet, Agrotransfert, la coopération agricole, Bio en Hauts-de-France, Adrianor, le comité de promotion et Terrinovia. C'est un projet qui est financé par le Conseil régional, Hauts-de-France, également par l'Agence de l'eau Artois-Picardie et par les financements CASDAR dans le cadre du PNDAR. Pour ce webinaire, on va intervenir à 4 voix en fait. Donc moi, Élise Pelzer et Quentin Failly pour, la chambre d'agriculture, Manon Gipoulou pour Agrotransfert et Nicolas Latret pour Terrinovia. Et je vais d'abord donner la parole dans un premier temps à monsieur Emmanuel Leveugue, qui est, l'élu référent, protéines végétales à la chambre d'agriculture et qui va dire quelques mots. Oui, merci Élise. Donc, bonjour à tous, Emmanuel Leveugue, électeur biomixte et élu à la Chambre. Donc, pour être efficace et aller directement dans le sujet, je tenais, on va dire, tout comme Élise, à remercier l'ensemble des partenaires de Philoleg, les chevilles ouvrières de ces structures, parce qu'il y a les chevilles ouvrières, Quentin et notamment Élise d'Historique. L'Historique, c'est aussi le plan de protéines et cette fois porté, on va dire, par Terunivia. Notre objectif, le but, c'est d'obtenir une cohérence régionale, économique, rentable, alors de production, de marché pour les différents opérateurs, et donc de pouvoir de ce fait conforter, initier et créer des filières. J'ai été relativement très court, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir ensemble avec les différents partenaires. Donc sans plus attendre, je laisse la place à la présentation de Philoleg. Alors, donc la première diapo, c'est, le but de Philoleg, hein, qui, comme je vous le disais, existe depuis, 1 an, mais finalement a démarré, bien avant ça. Donc vers quoi souhaitons-nous aller? L'objectif, c'est bien d'avoir une région qui soit et productrice, et consommatrice de légumineuses à graines. Alors on a mis un horizon 2030, mais ça peut être avant. Et en particulier, l'idée, c'est de construire une filière qui soit durable et rentable pour tous les maillons de la filière. Donc dans le côté durable, on entend les 3 piliers qui sont connus, mais qui méritent d'être rappelés, donc qui sont le pilier économique, donc la rentabilité économique pour tous les maillons, c'est ce qu'on vient de dire. Le pilier environnemental, c'est-à-dire, contribuer aussi à la transition agricole et à la réduction des impacts, environnementaux de l'agriculture, à l'échelle des Hauts-de-France. Et puis le pilier social, en particulier grâce à la création d'emplois, auxquels contribueraient ces filières durables. Alors, on a engagé un diagnostic régional depuis plusieurs, mois, voire plusieurs années. Donc ce qui sort de ce diagnostic, c'est d'une part qu'on a un contexte sociétal qui est propice à l'émergence des protéines végétales en région et plus globalement en national, voire en Europe. Et puis en particulier, l'émergence des protéines végétales qui sont issues des légumineuses, puisqu'elles peuvent être issues d'autres cultures. Donc tout d'abord, il y a le contexte autour de la recherche d'autonomie, en ce qui concerne l'alimentation animale. Un contexte de transition agricole, donc si on va vers de l'agroécologie, les légumineuses à graines ont un vrai rôle à jouer dans ce contexte-là. Et puis un contexte de transition alimentaire, donc vers des régimes où on consomme de viande de meilleure qualité et aussi plus de protéines végétales, dont celles issues des légumineuses. Alors, ce diagnostic, donc, comme je vous le disais, a démarré depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs dynamiques, qui sont encore en cours ou qui ont eu lieu en Hauts-de-France, donc depuis 2018. On peut citer d'abord le master plan bioéconomie qui a démarré en 2018, qui était,
coordonné par la région Hauts-de-France. Un des objectifs de ce master plan était de faire de la région la première productrice de protéines à l'horizon 2025. Donc, on s'approche assez rapidement de cet horizon. Ensuite, il y a un certain nombre de démarches dans d'autres régions qui existent déjà, des démarches territoriales pour le développement de la production de protéines végétales, et en particulier grâce aux légumineuses à graines et aux légumineuses de façon plus large. On peut citer par exemple LEGO, donc pour les légumineuses Grand Ouest, ou FILEG, qui est une dynamique qui a lieu et qui vient de se monter sous forme d'association en Occitanie. Par ailleurs, on a de nombreux projets partenariaux en région, donc techniques ou plus à l'aval de la filière. Et ce nombre de projets qui existent depuis plusieurs années s'est renforcé depuis 2020. Et enfin, on a eu des actions dans le cadre du master plan et puis plus largement, des actions de préfiguration de projets partenariaux depuis 2021 qui ont été conduites par Agrotransfert et les autres partenaires de Philoleg, pardon. En particulier, il y a eu des ateliers de concertation avec les acteurs régionaux, dont certains d'entre vous ont déjà participé à ces ateliers, et puis des enquêtes réalisées auprès des agriculteurs, des industriels et des acteurs de la restauration collective pour avancer sur le sujet de Philoleg. Alors, du coup, sur la base de ces ateliers de concertation et de ces enquêtes, on a identifié différents besoins en région. Donc, d'une part, le besoin de structurer une dynamique collective autour des filières protéines végétales grâce à la création d'une structure d'échange régionale. Et une des missions de cette structure d'échange, ce serait d'aider au développement de contrats entre acteurs des filières pour que ces acteurs échangent dans la confiance. Un deuxième besoin qui a été identifié, c'est le besoin d'engager une réflexion collective autour de la notion de prix équitable pour assurer la juste répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur. Ensuite, il y a des besoins qui ont été identifiés vraiment sur le développement de nouvelles filières, que ce soit pour l'alimentation animale, avec des filières qui soient 100% alimentation locale, et le besoin de développer des nouvelles filières alimentation humaine. Et un autre besoin qui est apparu dans cette concertation et dans ces enquêtes, c'est aussi la nécessité d'accompagner le développement de l'innovation autour de produits à base de protéines végétales et structurer et accompagner en région ce développement d'innovation à base de protéines végétales. Donc sur ces besoins, en fait, ont émergé 2 projets partenariaux. D'une part, Philoleg, donc comme je vous le disais, il a démarré depuis juin 2022. Enfin, démarré dans le sens financement, mais voilà, les dynamiques existaient en amont. Donc Philoleg reprend en fait en charge l'objectif de créer une structure régionale d'échange entre acteurs, et on a choisi de se focaliser sur, dans un premier temps en tout cas, sur le débouché alimentation humaine. Avec dans l'idée, une fois qu'on aura fait la preuve du concept du Philoleg alimentation humaine, de s'intéresser également au débouché alimentation animale. Conjointement à ce projet Philoleg, il y a un projet Profil qui est également en cours et qui va continuer dans les prochaines années, dont l'objectif là est vraiment de travailler sur de nouveaux produits de consommation en alimentation humaine à base de protéines végétales, et en particulier de se focaliser sur l'extraction par bois sèche, donc la valorisation des farines de légumineuses à graines. Donc, on a déjà fait un certain nombre d'actions dans le cadre de Philoleg autour de 4 axes, que sont d'une part structurer et animer un réseau d'acteurs professionnels. En deuxième axe, centraliser la connaissance, que ce soit technique ou économique. En troisième axe, faciliter les transactions. Et en quatrième axe, promouvoir les chaînes de valeur locales. Donc, si on rentre un peu plus concrètement dans ces 4 axes, donc pour le premier axe, structurer et animer un réseau d'acteurs professionnels, on a par exemple travaillé sur améliorer l'interconnaissance et la communication entre les acteurs, mettre en relation les compétences et les expertises ou faire le lien entre les projets sur le territoire. Donc, on va vous présenter ensuite un certain nombre d'actions plus concrètes là-dessus. En ce qui concerne la centralisation de la connaissance, donc notre idée, c'était de faire un bilan de l'état actuel de la filière,
Donc, en identifiant les compétences et expertises en région, sur les aspects plus techniques, en essayant d'identifier comment savoir quoi et comment produire des légumineuses à graines en région. Et pour des aspects plus économiques, connaître l'impact économique et les débouchés de ces différentes productions de légumineuses à graines. Pour ce qui est de l'aspect faciliter les transactions, on a déjà travaillé sur l'organisation et la sécurisation des échanges entre les acteurs économiques et sur l'identification et la clarification de la demande aval. Et enfin, dans le cadre des projets pluripartenariaux et dont Philolec fait partie, donc on essaye au quotidien, enfin au quotidien en tout cas dans nos travaux, de communiquer sur l'intérêt des légumineuses à graines, pour la production et en termes intérêt agronomique, mais aussi pour la consommation en termes de santé par exemple. Donc là, je vais laisser la parole à Quentin qui va continuer la présentation. Donc, bonjour à tous, donc Quentin Failly. En ce qui concerne la centralisation des connaissances et plus particulièrement le besoin de faire un bilan de l'état actuel de la filière, donc on a pensé qu'il était important de vous présenter les surfaces et les rendements des légumineuses à graines au cours des 20 dernières années en région Hauts-de-France. Donc en particulier, en ce qui concerne ici les févroles et les pois protéagineux, on peut constater qu'au cours des 20 dernières années, la surface de pois protéagineux a été divisée par 5 en région. Les févroles ont connu un pic de production plutôt vers 2010 avant de revenir à une production assez faible aujourd'hui. On constate également que le rendement de ces deux cultures a assez baissé au cours des 20 dernières années et aujourd'hui semble stagner ou aller vers une hausse qu'on peut espérer grâce aux travaux de sélection engagés depuis ces dernières années. Et on constate par contre une dynamique assez importante au cours des 6 dernières années en ce qui concerne les surfaces de lentilles, lupins et pois chiches, en particulier pour la lentille qui a vu ses surfaces multipliées par 8 au cours des 6 dernières années. Toujours concernant les surfaces de ces légumineuses, on s'est basé sur deux chiffres clés, car aujourd'hui, on entend parler beaucoup d'un besoin d'augmentation des protéines végétales dans nos assiettes. On a pris deux chiffres clés qui sont la consommation moyenne en France, qui est de 2 kg par habitant et par an de légumineuses à graines, et un conseil issu de la prospective TIFA qui nous conseille de consommer 10 kg par an et par habitant. On a voulu voir sur la région ce que ça pouvait engendrer au niveau surface. Donc, partant du principe que la population de Haute-France est de 6 millions d'habitants et que la SAU est de 2 100 000 hectares, en prenant en compte le chiffre de la consommation moyenne de 2 kg par an et par habitant, on obtient un chiffre de 12 000 tonnes de légumineuses à graines à produire en Hauts-de-France si on veut être autosuffisant en prenant en compte la consommation actuelle, ce qui représente 6 000 hectares à semer et donc 0,3% de la SAU de la région, ce qui n'est pas un grand pourcentage. Par contre, si on prend la consommation recommandée de 10 kg par an et par habitant, il nous faudrait 60 000 tonnes produites en région, ce qui représenterait 30 000 hectares à peu près en prenant une base moyenne de 2 tonnes de rendement à l'hectare, soit un pourcentage d'1,4% de la SAU. Ce qui finalement n'est pas un pourcentage très important, puisque en région, dans les années 2000, il y avait encore 100 000 hectares de pois et de févroles semés. Donc, il est possible de produire assez de légumineuses en région sans trop impacter les autres cultures. Toujours dans ce besoin de centraliser la connaissance, donc je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous présenter des travaux plus dirigés vers la production. Bonjour à tous, donc Nicolas Lattré de Terra Innovia. Donc d'abord, là, ce que je vais vous présenter, dans le cadre du projet, on a commencé par savoir un peu quelles étaient les données qu'on pouvait avoir de disponibles en région. Donc dans ce cadre-là, j'ai pu échanger avec différents acteurs régionaux, que ce soit coopératives, chambres d'agriculture ou même Terra Innovia, sur les cultures qui ont déjà été travaillées en région. Donc on a fait une enquête, au total, on a eu les plus gros acteurs régionaux, ça représente 9 organismes.
Et du coup, comme vous le voyez sur la gauche, les données disponibles en région, donc que ce soit essai ou faisabilité dans les parcelles agriculteurs. Donc les cultures dans lesquelles on a le moins de données sont les lentilles, vous le voyez en haut de la pyramide, hein. Et les cultures sur lesquelles on a le plus de données, c'est le pois et la févrole de printemps. Ça correspond un peu aux surfaces qui historiquement étaient présentes en région et qui sont aujourd'hui présentes. Même si vous le voyez, ce que vous avez pu voir sur les diapos précédentes présentées par Quentin, la lentille a tendance à bien augmenter ces dernières années, mais on n'a pas énormément de données. Par rapport à ces données, je vous ai mis deux couleurs, le côté orange et le côté vert. Dans la partie orange, on a surtout comme données disponibles derrière pour faire de la modélisation ou savoir un peu à quels pourraient être les facteurs limitants de ces cultures-là. Le côté date de semis, variété, date de stade, donc en particulier la floraison qui est très importante pour les légumineuses à graines, le rendement et la date de récolte. Et lorsqu'on va sur les cultures un peu plus classiques, que ce soit pois, févrole, printemps ou hiver, là, on commence à avoir des données en plus, que ce soit humidité à la récolte, type de sol et densité de semis. Et les données qu'on a le moins sur ces essais, ou que ce soit faisabilité ou micro-parcelles, c'est taux de protéines et PMG qui n'est pas forcément souvent mesuré. Voilà pour cette partie-là. On vient ensuite, une fois qu'on a ces données-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la modélisation. Donc, essayer de faire une cartographie de la faisabilité de la production en région. Donc là, ce n'est pas dans une culture qui est présente dans le projet Philoleg, mais c'est le principe que je vais vous expliquer concernant un projet qui a eu lieu sur la région Grand Est, qui s'appelle Arpège, qui était plutôt à vocation alimentation animale hein, dans ce cadre-là. Mais on a essayé de modéliser les principaux facteurs limitants de la production sur la culture du soja. Donc, par exemple, on avait identifié les sols profonds. On sait qu'on a besoin d'une réserve utile au mieux de 120 mm. Donc, par rapport à la cartographie des sols, ça a pu donner la carte en bas à gauche, hein. Ensuite, le stress hydrique qui, on sait, est très important sur la partie soja. C'est un des facteurs limitants les plus importants. Donc là, on a pris pour la réserve utile de 120 mm, ce qu'on appelle l'évapotranspiration sur l'évapotranspiration maximum, ETR sur ETM, moyen sur la période, sur la période de sensibilité du soja. Et ensuite, le risque de récolte tardive, qui est le troisième facteur, on va dire, le plus limitant. Donc ça, c'est un sujet, pas plus tard que ce matin, qu'on a pu commencer à bien travailler avec les collègues en interne Terra Innovia, d'essayer d'évaluer certains facteurs limitants pour chacune des légumineuses à graines de Philoleg, pour pouvoir commencer à faire ces cartographies-là. Dans un second temps, un autre point, je te invite à passer la diapo, il va falloir, une fois qu'on a ces cartographies-là, pour pouvoir les agréger en une seule carte de faisabilité de la production, il va falloir qu'on identifie des règles de décision. Donc, par exemple, là, c'est toujours l'exemple du soja, hein, mais comme je vous disais, on a plusieurs facteurs limitants. Le risque de récolte tardive, oui ou non. Si on a un risque de récolte tardive, donc là, on avait un seuil du 12 octobre, la culture sera déconseillée. Ensuite, en fonction du sol de craie ou pas, donc par exemple, la zone sol de craie, si on est dans des sols de craie, ce sera déconseillé aussi. Ensuite, par rapport à la réserve utile du sol, vous l'avez vu vous l'avez pas vu, mais sur la cartographie type de sol, réserve utile du sol, on n'a pas les types de sol par parcelle, mais par des zones géographiques. Et donc, si les sols profonds majoritaires sont supérieurs à 50%, on verra qu'on a des critères différents et auquel on va intégrer par la suite le risque de stress hydrique. Donc, on a cette règle de décision qu'il va falloir réaliser pour chaque culture. Bien évidemment, pour par exemple le pois, févrole et lupin, le faire pour les cultures de printemps et pour les cultures d'hiver. C'est bien deux cultures différentes qu'il faut identifier. Et pour arriver sur une cartographie finale, donc par culture, je t'invite aussi à passer la diapo. Une cartographie finale, une fois qu'on a tout d'agrégé par rapport à la règle de décision, avec des zones favorables, possibles, aléatoires ou déconseillées. Donc pour l'exemple, sur la partie gauche de la carte, vous voyez qu'il y a des zones grises déconseillées. C'est toute la zone craie de Champagne qui, elle, était fortement déconseillée pour le soja, puisqu'il n'aime pas les zones de craie. Donc derrière, on va pouvoir avoir cette faisabilité de production. Et donc ce travail a été initié, comme je vous le disais, sur les légumineuses à graines dans la région Hauts-de-France, dans le cadre du projet. Et donc c'est ce qu'on essaiera d'avoir à la fin de ce projet. Voilà. Et qu'on va mettre en place plutôt en premier sur le pois et la févrole, puisque c'est les cultures, on va dire, les plus cultivées et les plus probables en région. Voilà pour ce petit point-là. Je vais laisser la parole à mes autres collègues.
Bonjour à projet. tous, donc Manon Gipoulou d'AgroTransfert. Donc moi, je vais vous présenter des travaux qui ont été menés en partie par AgroTransfert, donc et qui permettaient eux aussi de répondre à des besoins. Donc d'abord, on a fait un bilan de l'état actuel de la filière en faisant une analyse de l'offre et de la demande en produits à base de légumineuses sur le territoire d'Amiens. Ensuite, on a fait... Non, tu peux revenir avant. Ensuite, on a fait une deuxième étude qui nous a permis de connaître l'impact économique de l'insertion des légumineuses dans les rotations. Et une dernière étude sur l'analyse de chaînes de valeur en région qui nous a permis de pouvoir répondre aux besoins d'organisation et de sécurisation des échanges entre acteurs économiques et d'identification et de clarification de la demande aval. Donc, en ce qui concerne la première étude, c'était donc l'analyse de la sensibilité des marges semi-nettes suite à l'introduction de légumineuses dans les rotations. Donc, en fait, on a voulu comparer les performances économiques de systèmes de culture avec ou sans légumineuses à graines. Et l'objectif, c'était d'identifier les conditions de réussite de l'introduction des légumineuses dans les rotations dans les Hauts-de-France. Donc, on a choisi 3 espèces, la févrole, le haricot et le pois. Donc, pourquoi ces 3 espèces? Eh bien, parce que la févrole, c'est la légumineuse qui est la plus cultivée en agriculture biologique. Le haricot, c'est une espèce qui a une typicité territoriale, avec notamment le haricot lingot du Nord, et du coup, qui a un système de valorisation derrière qui est particulier. Et le pois, parce que c'est l'espèce qui est la plus cultivée, pardon, enfin la légumineuse la plus cultivée en agriculture conventionnelle. Donc ensuite, ces 3 cultures, on les a insérées dans des rotations et on a défini un itinéraire technique. Donc on a identifié des systèmes types qui existent en région et dans lesquels on pouvait introduire une légumineuse à graines. Et ensuite, on a comparé ces systèmes types avec différentes stratégies d'insertion de légumineuses. Ensuite, une fois qu'on avait identifié ces systèmes de culture avec introduction de légumineuses à graines, on a pu calculer les marges semi-nettes avec aide à la rotation et donc comparer les systèmes entre eux et analyser la sensibilité des rotations au contexte économique, donc en contexte de prix élevé et de prix moyen, et aux variations de rendement de la légumineuse à graines. Tu peux passer de diapo. Donc là, je vais vous présenter les résultats sur le pois de printemps. Donc on s'est basé sur un système betteravier qui est spécialisé en conventionnel sur des sables limoneux, puisque c'est le genre de système dans lesquels on va pouvoir introduire des pois de printemps. Donc on est parti d'un système type, une rotation qui se fait classiquement sur ce genre de système, et ensuite on a appliqué 2 stratégies pour insérer la légumineuse. Donc la première stratégie, c'est une stratégie d'allongement, c'est-à-dire qu'on retire aucune culture de la rotation, mais on ajoute un pois de printemps. Ensuite, il y avait 2 stratégies de substitution, c'est-à-dire que là, le pois de printemps vient remplacer une culture de la rotation. Donc la stratégie dite locale, c'est-à-dire que le pois de printemps va remplacer le colza. Donc on l'a appelé local puisque c'est ce qui se fait, en région. Et ensuite, on a la stratégie agronomique. Donc là aussi, c'est une stratégie de substitution, sauf que le pois de printemps vient se mettre avant un colza. Et donc, on l'a appelé agronomique puisque le colza va mieux valoriser le reliquat azoté qui va être libéré par le pois. Donc, juste pour rappel, insérer un pois de printemps dans une rotation, ça va permettre ça va amener des bénéfices pour les cultures suivantes. Donc, ça va permettre un gain de rendement et une réduction de la fertilisation. Donc, maintenant qu'on a fait ces stratégies d'insertion de légumineuses dans les rotations, on a voulu regarder sous quelles conditions l'insertion du pois de printemps était rentable. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, on s'est servi de la marge semi-nette moyenne du système, c'est-à-dire que pour chaque culture, on a calculé la marge semi-nette de la culture et ensuite, du coup, on a pu rapporter ça au système et faire une moyenne. Donc, ces graphiques, ils vous présentent la marge semi-nette moyenne du système avec légumineuses à graines. Lorsque les cases sont en rouge, ça veut dire que la marge du système avec légumineuses à graines est inférieure à la marge du système sans légumineuses à graines. Lorsque c'est jaune, ça veut dire qu'on est dans des niveaux de rentabilité qui sont quasiment similaires. Et lorsque c'est vert, cela veut dire que l'insertion de la légumineuse est rentable puisque la marge semi-nette moyenne du système avec légumineuse est supérieure à la marge semi-nette moyenne du système sans légumineuse. Donc, j'ai fait la différence en fonction de 2 contextes de prix. Donc, si on se met en contexte de prix moyen, c'est-à-dire, en termes de référence, le prix du blé se situe autour de 153 € la tonne. On voit sur ce graphique qu'il faut que,
le poids et un rendement de 4 tonnes par hectare pour pouvoir être rentable si on est à un prix de vente de 215 € la tonne. Donc, sachant qu'en région, le rendement moyen du pois de printemps, il se situe autour de 3,3 tonnes, donc 33 quintaux. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, on voit quand même qu'il y a un large panel de rendements pour lesquels, l'insertion de la légumineuse va être rentable. En contexte de prix haut, c'est plus compliqué. Donc là, le prix du blé se situe autour de 250 € la tonne et on voit que pour atteindre la rentabilité et avoir une marge qui soit supérieure à un système sans légumineuse, il faut atteindre un rendement de 4,4 tonnes par hectare à un prix de 285 € la tonne. Et donc, finalement, le contexte de prix haut est moins favorable économiquement à l'insertion d'un pois de printemps dans une rotation. Ça, c'est notamment dû au fait que les cultures comme le colza, la betterave ou le blé, pardon, ils vont bénéficier de prix qui sont plus compétitifs et plus intéressants par rapport au pois de printemps. Donc, en fait, si on recroise maintenant ces indicateurs de marge semi-nette moyenne avec les rotations précédemment, choisies. En fait, du coup, on se rend compte qu'en contexte de prix moyen, la rotation qui est la plus rentable, ça va être la rotation, la stratégie locale, c'est-à-dire qu'on va remplacer le colza par un blé, par un pois, pardon. Et en contexte de prix haut, la stratégie qui va être la plus rentable, ça va être la stratégie agronomique, puisque comme ça, on va garder le colza dans la rotation et le colza qui a quand même des prix qui sont très intéressants en contexte de prix haut. Donc ça, c'était la première étude qui nous a permis donc de voir un petit peu, d'avoir une idée de la sensibilité de la marge semi-nette lorsqu'on introduit une légumineuse à graines. Ensuite, donc, on a mené une deuxième étude, là, sur plus l'offre régionale en légumineuses à graines et l'acceptabilité des prix par les consommateurs. Donc, on a analysé l'offre en produits à base de légumineuses et on a cherché à comprendre quelle était l'acceptabilité des prix pour les consommateurs à partir d'une consultation citoyenne. Et ça nous a permis aussi d'identifier les attentes des consommateurs. Donc, il y a eu 3 étapes dans cette étude. La première étape, ça a été d'analyser des bases de données qui référencent les produits qui existent, sur le marché. Donc ça nous a permis d'identifier quelles espèces étaient disponibles et sous quelle forme. Ensuite, on a croisé ces données-là avec une enquête de terrain qui a été réalisée dans 12 points de vente de la métropole à Amiens. Donc, cette enquête de terrain, elle a permis de recenser les produits qui existent, de les caractériser et ensuite on a pu analyser ces données-là en identifiant la proportion de produits qui étaient sous label, les prix, le type de produit, et cetera. Donc ces 2 premières étapes, elles ont été réalisées dans le cadre, pardon, d'un stage collectif, de master 2 à l'université de Picardie, donc par 5 étudiantes. Ces résultats, on les a ensuite présentés à des citoyens lors d'un atelier qui était organisé par le Plan alimentaire territorial d'Amiens et Métropole. Ça nous a permis de pouvoir avoir un retour sur l'adéquation de l'offre et de la demande. Donc, est-ce que les produits qui sont proposés conviennent à ce que les consommateurs souhaitent acheter? Ça nous a permis aussi d'avoir un retour sur l'acceptabilité des prix. Quel est le prix proposé et quel est le prix que les consommateurs sont prêts à mettre? Et enfin, donc, on a pu échanger avec les citoyens pour avoir un petit peu un retour sur les attentes des consommateurs. Donc, si on s'intéresse d'abord à l'offre en produits à base de légumineuses, donc déjà, si on regarde les espèces qui sont les plus représentées et pour lesquelles il y a le plus de produits, on retrouve un trio lentilles, haricots, pois chiches. Donc, c'est les 3 espèces pour lesquelles il y a le plus de produits proposés. Et finalement, ces 3 espèces, ce sont aussi les 3 espèces qui sont les plus consommées par les Français. Donc, il y a une adéquation pour le coup entre l'offre et la demande sur les espèces qui sont proposées. Ensuite, on s'est intéressé au type de produits. Donc, on a pu référencer 11 types de produits différents, donc avec une grande diversité puisque ça va du produit brut, donc par exemple du sachet de lentilles sèches, jusqu'au tartinable, à l'épicerie avec par exemple des chips à base de pois chiches ou de lentilles, des choses comme ça. Donc une grande diversité. Mais il y avait 3 types de produits qui ressortaient quand même comme majoritaires. Donc tout d'abord, c'est les produits pré-transformés, donc ça va être tout ce qui va être boîte de conserve, bocaux. Donc ça représente 32 des produits, sur le marché. Ensuite, on a les produits bruts, donc les pois chiches secs, les haricots secs, tout ça, qui représentent 22 des produits. Et enfin, on a les plats préparés avec viande qui représentent 18 Ensuite, si on regarde, les points de vente où ces produits sont disponibles, donc les points de vente qui proposent la plus grande offre, ce sont les grandes et moyennes surfaces. C'est sans doute aussi dû à la taille des structures qui font qu'il y a un plus grand choix qui est possible. Ensuite, on retrouve les supérettes, les magasins spécialisés et les distributions en circuit court à des niveaux équivalents
en termes de produits, de nombre de produits disponibles. Si on croise un petit peu le type de produit et le point de vente, on voit que les supermarchés et les supérettes vont proposer plus de plats préparés, plus de produits transformés, tandis que dans les points de vente type magasin bio ou circuit court, là, on va être plus sur des produits pré-transformés et des produits bruts, donc produits moins transformés. Enfin, on s'est intéressé un petit peu à la qualité des produits qui étaient proposés. Donc, est-ce qu'il y avait des signes de qualité? Et donc, finalement, la réponse, c'est oui, il y a beaucoup de produits qui sont sous signe de qualité. Donc, on distingue les produits qui sont sous Nutri-Score A, qui représentent quand même 48% de l'offre. Ensuite, on a 42% des produits qui sont sous label, donc que ça soit label bio, indication géographique protégée. Et ensuite, on a 40% des produits qui sont d'origine France. Donc ça nous a permis d'avoir un peu un état des lieux de l'offre en produits à base de légumineuses. Donc ensuite, ces résultats, on a pu les croiser avec les attentes des consommateurs. Donc, on a échangé avec une trentaine de consommateurs lors d'un atelier organisé dans le cadre du plan alimentaire territorial. Et on leur a posé la question à ces citoyens de pourquoi est-ce qu'ils consomment des lags. Donc, le premier élément qui sort, c'est l'impact des légumineuses à graines sur la santé. Ensuite, ça va être le goût et enfin, ça va être l'impact sur l'environnement. Ces résultats que je vous présente là, ils sont à prendre quand même avec un peu de recul et à nuancer parce que le panel de population qu'on a eu était quand même peu représentatif, c'est-à-dire que on a discuté avec un public qui est sensible à l'environnement, à l'impact de l'alimentation sur la santé, et donc les résultats ne sont pas forcément représentatifs de toute la population. Mais ça donne quand même une idée. Ces consommateurs, on leur a ensuite demandé pour eux quelles étaient les limites de l'offre. Et donc, sur les 22 répondants, il y en a 59% qui nous ont cité la visibilité, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils trouvent que l'offre n'est pas visible, ils ne savent pas que ça existe, ils ne savent pas où le trouver. En rayon, les produits sont souvent situés, ils sont jamais en tête de gondole, ils vont être situés dans les étages du bas, donc il y a un manque de visibilité. Ce manque de visibilité, il va amener à un manque de diversité. Enfin, les consommateurs trouvent qu'il y a un manque de diversité, ce qui est quand même plutôt pas forcément en accord avec l'analyse de l'offre qu'on a pu avoir. Mais donc, ça montre bien que cette visibilité manque et du coup, les consommateurs, ils vont pas connaître toute la diversité qu'il y a en produits à base de légumineuses. Et ensuite, les deux autres limites qui ont été citées, ça va être la promotion et l'accessibilité. Il n'y a pas assez de promotion qui est faite autour de ces produits et ces produits ne sont pas accessibles. Les consommateurs ne savent pas dans quel type de point de vente les trouver. Ils trouvent que c'est cher et ils vont même pas forcément savoir comment les cuisiner. Donc, voilà. Voilà les limites qui ont été citées. Ensuite, donc, on a voulu savoir l'acceptabilité prix des consommateurs. Donc, pour chaque type de produit, donc produits bruts, épicerie salée, épicerie sucrée, plats préparés à base de viande, plats préparés sans viande et produits pré-transformés, pour chacun de ces types de produits, on leur a demandé quel était le prix qui pour eux était raisonnable et qu'ils seraient prêts à payer. Et ensuite, on a comparé ce prix raisonnable avec les prix qui sont réellement proposés. Et donc, ça nous a permis d'obtenir ce tableau. Donc, lorsque le bonhomme est rouge et qu'il n'est pas content, ça veut dire que le prix proposé est trop cher par rapport au prix que les consommateurs sont prêts à payer. Et lorsque le bonhomme est vert et qu'il sourit, ça veut dire que le prix proposé est soit égal, soit en dessous du prix que les consommateurs sont prêts à mettre. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est que de manière générale, les prix proposés sont quand même supérieurs aux prix acceptés par les consommateurs. Les seules catégories de produits pour lesquels les prix vont être raisonnables, ça va être les plats préparés à base de viande, sans doute parce que les consommateurs, vu qu'ils s'attendent à manger de la viande, ils pensent que la viande c'est plus cher, donc ils sont prêts à payer plus cher. Et les produits pré-transformés, puisque ce sont des produits qui coûtent quand même peu cher, voilà. Donc tu peux appuyer sur le ouais, merci. Donc du coup, ces échanges avec les consommateurs, ça nous a permis, d'identifier des pistes d'amélioration qu'eux-mêmes nous ont proposées. Donc tout d'abord, une des premières pistes d'amélioration, ça va être sensibiliser et promouvoir les légumineuses à graines. Donc ça répond directement à la limite de la visibilité et de la promotion. Donc ça va être promouvoir les atouts des légumineuses sur la santé, les intérêts nutritionnels, diffuser des recettes, puisque en fait, une des limites aussi, c'est que les consommateurs ne savent pas cuisiner ces ingrédients-là. Faire de la promotion sur les produits existants, ça, c'est en lien plutôt avec la limite
identifié comme quoi il n'y a pas de diversité de produits. En fait, si, il y a de la diversité, donc il faut promouvoir les produits qui existent. Et ensuite, sensibiliser et promouvoir la matière première. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la lentille? Qu'est-ce que ça va apporter, dans un système? Quels vont être les intérêts environnementaux? Voilà. Donc ça, c'est une première piste. Ensuite, il va y avoir une deuxième piste qui va être augmenter l'offre. Donc, ça, c'est aussi en lien avec la diversité. Les consommateurs, ils trouvent qu'il n'y a pas suffisamment d'offres. Ils voudraient justement plus de produits bruts et plus de produits pré-transformés. Et ensuite, donc, en lien avec, l'accessibilité, les consommateurs, ils souhaiteraient un accès qui soit plus facile aux produits à base de légumineuses à graines. Donc ça peut être organiser des points de vente ou même sans forcément organiser des points de vente, mais communiquer sur les points de vente, dire qu'en fait, à tel endroit, il y a tel produit qui est disponible et développer des outils de transformation qui soient locaux. On a, juste pour revenir rapidement sur le prix, on a posé la question à ces consommateurs de savoir s'ils étaient prêts à payer plus cher un produit qui était de qualité. Donc il y en a 80 qui étaient prêts à payer plus cher et ensuite on leur a demandé s'ils étaient prêts à payer plus cher pour un produit local et là, les 100 des répondants étaient prêts à payer plus cher. Donc il y a quand même, une propension à payer pour des produits de qualité et des produits locaux qui peuvent du coup peut-être venir en faveur des légumineuses à graines, puisqu'on a vu que la plupart des produits à base de légumineuses à graines étaient sous signe de qualité. Donc voilà pour la deuxième étude qui nous a permis de faire un état des lieux entre l'offre et la demande. La dernière étude qu'on a réalisée, ça a été d'analyser 3 chaînes de valeur des Hauts-de-France. Donc l'objectif, c'était de pouvoir caractériser les modes de gouvernance et de répartition de la valeur ajoutée entre les acteurs. Donc les modes de gouvernance, c'est-à-dire comment sont prises les décisions, comment fonctionne, la chaîne de valeur et la répartition de la valeur ajoutée, ça va être, comment a été construit le prix, des choses comme ça. C'est cette caractérisation des modes de gouvernance et de répartition de la valeur ajoutée, elle nous a permis d'identifier des actions, des stratégies à mettre en place pour pouvoir accompagner le développement des chaînes de valeur et donc le secteur légumineuse de manière générale. Donc, on a sélectionné 3 chaînes de valeur diversifiées. Diversifiées pourquoi? Déjà parce que, chaque chaîne de valeur avait une espèce qui était différente. Donc on avait une chaîne de valeur sur le pois, une chaîne de valeur sur la févrole et une chaîne de valeur sur le haricot, avec des niveaux de maturité, qui sont différents puisqu'on avait des chaînes de valeur qui étaient relativement récentes, alors que d'autres étaient beaucoup plus ancrées dans le temps. Des volumes différents aussi, des chaînes de valeur où les volumes traités étaient peu importants, alors que une des chaînes de valeur avait des volumes vraiment importants. Des niveaux de transformation différents aussi. On allait du produit brut jusqu'à, un produit vraiment transformé et enfin, en termes de différenciation par la qualité, on avait 3 systèmes différents puisqu'on avait une chaîne de valeur, en bio, une chaîne de valeur en indication géographique protégée et une chaîne de valeur qui n'avait pas de différenciation par la qualité. Tu peux appuyer, Quentin. Du coup, après, on a voulu comprendre, ces chaînes de valeur. Donc, on a regardé leur historique, comment est-ce qu'elles avaient été construites, quelle avait été, la logique de départ et la motivation de départ pour créer ces chaînes de valeur. Ensuite, on a regardé le fonctionnement, donc qui sont les acteurs, quels sont les produits, quels sont les flux, comment ça fonctionne. On a pu ensuite, du coup, analyser les relations entre les acteurs puisqu'on savait qui non, tu peux revenir avant. Puisqu'on savait qui était impliqué dans cette chaîne de valeur. On a regardé un peu comment elle fonctionnait, donc quels sont les outils de coordination, quels sont, les niveaux de satisfaction entre les acteurs. Donc on a fait ça pour chacune des chaînes de valeur et ensuite on a croisé, ces analyses pour faire une analyse globale qui nous a permis d'identifier des facteurs de pérennisation, pour un bon fonctionnement de chaîne de valeur. Donc tu peux passer. En ce qui concerne les facteurs de pérennisation identifiés, donc un des premiers facteurs, ça va être la connaissance de la matière première, donc la production et la transformation. Comment on produit, la légumineuse? Comment on la transforme? Ensuite, une fois qu'on sait la produire, il faut qu'on puisse aussi, heu, communiquer correctement, échanger correctement et donc ça nécessite de disposer d'outils de coordination qui soient adaptés. Donc ça peut passer par la mise en place de cahiers des charges de qualité entre le producteur et l'industriel. Ça peut passer par la mise en place de contrats, que ça soit entre les agriculteurs et les organismes de collecte ou entre les organismes de collecte et les transformateurs. Un livret d'accueil des nouveaux producteurs pour qu'ils sachent à peu près dans quoi ils s'engagent et enfin une instance commune de concertation qui permette aux acteurs d'échanger, de construire collectivement, de prendre collectivement, les décisions et que ça soit, quelque chose, d'assez, horizontal.
Un élément ensuite qui est important, c'est l'ancrage dans le territoire. Donc, parmi ces 3 chaînes de valeur, je vous ai dit qu'il y en avait une qui était sous indication géographique protégée. Et cette chaîne de valeur fonctionnait bien, notamment parce qu'il y avait une valeur patrimoniale et culturelle qui était autour de cette culture. Donc les agriculteurs ont plus envie de la faire. Il y a un lien, sur le territoire qui est quand même, assez, important. Ensuite, des relations de long terme avec l'écosystème local, elles sont nécessaires. Échanger avec les partenaires locaux, s'inscrire vraiment dans le territoire et dans le paysage économique. Et enfin, partager de l'information et avoir des interactions fréquentes. On a vu que les chaînes de valeur qui fonctionnaient bien, c'était les chaînes de valeur où il y avait, beaucoup d'échanges, des interactions, où il y avait un vrai dialogue, qui était mis en place entre les différentes parties impliquées. Et enfin, le dernier facteur de pérennisation qui a été identifié, ça a été de s'insérer dans un réseau d'influence, donc participer à des groupes interprofessionnels. C'est important que les différents maillons de la chaîne travaillent entre eux, connaissent les problématiques de chacun et sachent un petit peu, enfin, aient conscience des problématiques et des enjeux pour pouvoir travailler collectivement. Et enfin, être en lien avec des acteurs institutionnels. Donc voilà pour les 3 études qui ont été menées pour faire un petit peu, dresser un peu, un diagnostic socio-économique des filières légumineuses à graines en région, Hauts-de-France. Donc maintenant je vais, laisser la main à Quentin. Oui, donc toujours dans cette optique de faire un bilan de l'état actuel de la filière, donc là en particulier sur les acteurs présents sur les territoires et améliorer l'interconnaissance entre eux, la communication et aussi mettre en relation les compétences et expertises disponibles en région. Nous avons réalisé euh, un annuaire qui recense les acteurs sur la région. Euh, donc, cet annuaire est divisé en 6 groupes. Donc, le groupe des producteurs, les organismes stockeurs, les transformateurs, les acteurs support et R&D, donc qui sont des acteurs qui ne sont pas forcément impliqués directement dans les chaînes de valeur, mais qui viennent en aide à la filière. Donc, par exemple, en recherche et développement sur du process ou bien à l'élaboration de contrats entre acteurs. Les distributeurs et les projets alimentaires territoriaux et la restauration collective. Donc, j'ai fait cette cartographie pour imaginer un petit peu la répartition des acteurs recensés à l'heure actuelle. Donc, on voit qu'il y a une répartition assez homogène sur le territoire et une répartition par groupe aussi assez homogène sur le territoire. Donc, cet annuaire pourrait permettre en fait d'accéder directement au contact d'une personne euh, intéressée et impliquée dans la filière légumineuse, donc ce qui peut faire gagner du temps dans les projets, par exemple. Et donc, il sera complété au fur et à mesure des travaux que nous allons réaliser. Donc, nous vous avons présenté les travaux réalisés, enfin une partie des travaux réalisés aujourd'hui. Donc, sur la base de ces travaux, nous aimerions organiser donc une concertation avec les acteurs. Nous allons voir pourquoi et comment nous voulons l'organiser. Donc, pourquoi l'organiser cette concertation? Donc, ça permettrait de construire collectivement la gouvernance d'un espace régional, facilitant la collaboration entre les acteurs et permettant d'assurer une visibilité de la filière légumineuse à graines pour l'alimentation humaine en Hauts-de-France. Donc, lors de cette concertation, nous pourrions définir quels acteurs seraient concernés et impliqués, les rôles et les missions de cet espace régional, quel périmètre il va englober, quelle organisation, quel fonctionnement il faudra mettre en place dans cet espace régional, les animations et les contributions que chaque acteur pourrait y apporter, et aussi où se passeront les échanges, à quelle fréquence, sous quelle forme, enfin tout est à construire via cette concertation afin d'améliorer l'interconnaissance des acteurs et de permettre à la filière légumineuse à graines de se redynamiser. On a défini quelques rôles possibles et missions de cet espace régional. Donc, par exemple, de porter les besoins régionaux des acteurs économiques. Nous pourrions les recenser, mutualiser ces besoins afin de les porter. En ce qui concerne savoir quoi et comment produire, nous pourrions par exemple élaborer des guides techniques sur la culture des légumineuses à graines, organiser, sécuriser les échanges entre les acteurs économiques. On pourrait aussi réfléchir à l'élaboration de guides de bonnes pratiques, à la contractualisation. Et pour la mutualisation des efforts de communication, nous pourrions produire des outils communs qui permettra à chacun d'avoir à disposition des éléments pour communiquer sur cette filière. Donc, pour organiser cette concertation, nous vous proposons 2 ateliers donc, de co-construction.
Donc un premier le 6 juin à la Maison des Agriculteurs à Amiens et un deuxième atelier le 27 juin à la Cité de l'Agriculture à Saint-Laurent-Blangy. Donc suite à ce webinaire, nous allons vous envoyer l'invitation et vous pourrez nous préciser les intérêts que vous avez à participer à ces ateliers. Et vous pourriez aussi nous transmettre ce que vous pourriez apporter, donc en détaillant un petit peu ce qui pourrait être intéressant pour vous d'apporter à ce projet. Donc, je vous remercie de votre attention et puis on va pouvoir passer, s'il y a des questions, aux réponses. Alors, je vous invite si vous avez des questions, à les poser dans le chat, donc dans la conversation. Si certains d'entre vous n'ont pas accès à la conversation, vous pouvez également lever la main et on vous donnera la parole dans ces cas-là, parce que je sais que certains n'ont pas forcément accès à toutes les options de Teams. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer ce webinaire. Donc, on vous laisse la main quelques instants. Donc, comme on vous le disait au début, le webinaire sera partagé ainsi que le diaporama. Et comme le disait Quentin, on va également vous diffuser, suite à ce webinaire, une invitation pour participer aux ateliers. Donc, on a une intervention de Julie Nicolas de Lamel qui nous dit que l'enquête sur la consommation de protéines végétales vient d'être lancée sur le territoire de Lamel. Et donc, on aura des résultats attendus début juin. Alors effectivement, en fait, donc Philolex, si vous avez compris, on essaye de coordonner un peu des actions à l'échelle de la région, mais on va aussi s'appuyer sur toutes les actions qui peuvent exister dans les différents territoires, dont la MEL, mais pas que. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire le lien entre les différentes actions pour aider à la construction de filières de valorisation des légumineuses à graines et pas de prendre tout en charge. Donc, surfer aussi sur les actions qui sont déjà existantes en région. Alors, une question de Richard Boucherie, donc du CRRG. Est-ce qu'il faut relancer la consommation et la production de pois cassés en région? Alors pour l'instant, on ne focalise pas on souhaite vraiment s'intéresser à l'ensemble des potentiels de production en région. Donc c'est ce qui vous a été présenté. On va essayer de faire des cartographies de faisabilité de certaines espèces. Donc des espèces historiques à plus ou moins gros volume, hein. Donc les deux espèces historiques, c'est pois et févrole, mais effectivement, on pourrait s'intéresser aussi aux pois cassés. Toutes les espèces aussi sous signe de qualité, hein, les espèces historiques au sens patrimonial. Et on pourrait aussi envisager de nouvelles espèces qui n'ont jamais été produites en région, mais qui pourraient, alors soit par des ouvertures grâce au changement climatique, on va pouvoir produire plus d'espèces, mais aussi des espèces qui n'ont pas été testées, mais qui pourraient potentiellement s'adapter au pédoclimat régional. Donc les autres, vous me faites signe, les autres intervenants, vous me faites signe si vous avez des réponses ou des compléments à apporter sur les réponses. On a une question de Monsieur Descamps-Flancard également. Est-ce que les agriculteurs font attention aux allergènes, notamment la moutarde dans la région? Donc alors la question des allergènes, effectivement, elle se pose pour différentes espèces de légumineuses à graines, hein. En particulier, on pense au soja, qu'on a, nous, choisi de ne pas complètement traiter pour l'instant dans Philoleg, mais il y a aussi la question du lupin et d'autres. Je pense que c'est une question qui se pose plutôt, du coup, là, c'est typiquement une question qui doit se poser en lien entre l'aval, donc la transformation, les industriels et les agriculteurs. Les agriculteurs produiront, je pense, du coup, Monsieur Leveuve, vous m'interromprez, mais produiront ce qui peut être valorisable dans la filière pour l'alimentation humaine. Donc, effectivement, la question des allergènes se pose pour l'agriculteur, mais plutôt via les compétences et le savoir des industriels et des transformateurs. C'est ça, il y a beaucoup de travail, enfin, au niveau de la logistique aussi, de gérer souvent sur ces légumineuses à graines, on a souvent des petits volumes. Donc la question logistique au niveau des organismes stockeurs, au niveau de tout ce qui est stockage est hyper important et souvent pris en compte quand même, hein, sur ce sujet-là.
des allergènes. Après, s'il y a des restrictions plus importantes, c'est des discussions, comme tu disais, Elise, entre l'amont et l'aval à avoir pour bien gérer cette problématique. Ouais. On a ensuite une question sur les acteurs en bio qui sont a priori non identifiés. Donc, je pense que là, on parle de ce qui était répertorié sur la carte qu'a montré Quentin. Alors, est-ce qu'ils ont été enquêtés? Est-ce que, en particulier, apparemment, il y aurait un acteur bio dans le nord-ouest de l'Oise qu'on n'a pas identifié. Donc, on a essayé, nous, sur l'annuaire des acteurs, d'identifier au fil de l'eau et selon les réseaux qu'on a tous, enfin que chaque partenaire a, les acteurs en région. Pour l'instant, on n'est pas exhaustif parce que malheureusement ou heureusement, on ne connaît pas l'ensemble des acteurs. Donc effectivement, il y en a peut-être qui ne sont pas encore apparents et qu'on n'a pas identifiés du fait de nos réseaux respectifs. Ce qu'on peut répondre autour du bio, c'est qu'on a quand même un partenaire Bio de France qui est dans la boucle de Philoleg. Et puis, on va élargir probablement un autre partenaire bio prochainement dans la suite de Philoleg. Par contre, si vous avez effectivement, vous, en tête des acteurs autour de la valorisation des légumineuses à graines pour l'alimentation humaine, que ce soit en bio ou pas en bio, vos contributions à l'annuaire sont bienvenues parce qu'effectivement, on ne peut pas connaître l'ensemble des acteurs, nous. Donc, par rapport à ça, par rapport à Élise, on va pouvoir aussi s'améliorer puisqu'on va travailler de ce fait aussi. Existe une interbio qui est aussi dans le plan bio, tout comme Bio de France et les chambres d'agriculture, qui est AproBio, et donc qui est aussi basée, on va dire, sur l'île. Et on va pouvoir aussi s'appuyer sur elle, qui est une interbio, et donc de pouvoir, on va dire, regarder aussi les différents transformateurs et collecteurs, transformateurs et usagers derrière. Alors, je vais prendre la question de Julie Nicolas et après, je redonnerai la parole à Monsieur Descamps-Flancard parce que je vois pas on n'a pas assez précisé apparemment sur la moutarde. Alors, juste pour cette question autour de l'annuaire, donc pour l'instant, on a en fait en livrable, on a cet annuaire qui est un répertoire d'acteurs régionaux qui a vocation à être complété, à être enrichi. Et par ailleurs, on a également fait un état des lieux de l'ensemble des projets régionaux, mais plutôt sur la partie production. Sachant qu'on pourrait l'élargir donc dans la suite à effectivement essayer d'identifier l'ensemble des projets qui ont pour thématique la valorisation des légumineuses à graines pour l'alimentation humaine. Ce qui pourrait aussi, comme le dit Julie Nicolas, permettre de créer plus de liens entre ces projets. Donc, c'est un des objectifs. On a un début de livrable là, pour cette première année de Philoleg, plutôt sur les projets amont, mais on pourrait l'élargir aux projets aval. Du coup, je vous propose, Monsieur Descamps-Flancard, de prendre la parole sur cette question autour de la moutarde. C'était avant la réponse de la question, c'était pour préciser d'où était la question. Non. Nous, on est très sensibilisés aux contaminations croisées et donc les agriculteurs, j'imagine, en région ne stockent pas et donc ça passe par des coopératives. Est-ce que les coopératives sont bien sensibilisées de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination croisée, c'est-à-dire aussi bien dans tout ce qui est accès aux silos, voilà quoi, tout ce qui pourrait parce que nous, c'est vraiment un gros souci. On a par exemple là eu du lin qui est arrivé cette semaine avec de la graine de moutarde. Heureusement qu'on fait des contrôles, quoi. Donc, est-ce que vraiment, l'allergène, c'est vraiment un très gros dossier et sur toutes les cultures, quoi, qui peuvent être contamination croisée. D'accord, merci. En fait, je pense que ça fait partie des questions qui pourront être justement traitées de façon plus spécifique dans le cadre alors, identifiées en tout cas dans le cadre des ateliers de concertation qu'on vous propose en juin, et ensuite traitées dans la suite du projet pour justement, là, on a aussi affaire à une question qui est typiquement croisée entre la production, le stockage et la transformation derrière. Donc pour moi, c'est typiquement ce type de question, de besoin qu'il faut qu'on recense et qu'on traite ensuite dans le cadre de Philoleg. En tout cas, Philoleg peut être une structure qui permette de traiter ces questions. Merci.
Alors du coup, Fanny Van de Waal de Bio Hauts-de-France complète pour la réponse autour du bio. Donc effectivement, il y a un travail qui est prévu pour affiner les données sur la culture et la transformation de légumineuses en région, spécifiquement sur le bio, et donc probablement qui permettra aussi d'identifier plus d'acteurs spécifiquement sur la production en bio. Donc je ne vois plus de questions apparaître. On va... Ah, une petite. Alors oui, on n'a pas précisé pour les ateliers, ce sera 10-12 heures à chaque fois. 2 heures d'atelier le matin. Donc un à la Chambre d'agriculture régionale à Amiens et l'autre à la Cité de l'agriculture à Saint-Laurent-de-Blangy. On a essayé de répartir sur le territoire. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je vous remercie tous de votre participation et merci aussi aux intervenants avec qui on a essayé de construire un diaporama clair et qui, j'espère, vous a éclairé en tout cas. Et puis donc, on vous enverra, comme précisé, l'invitation aux ateliers avec également le PowerPoint et puis l'enregistrement du webinaire.